Bonjour à tous. Dans la continuité de la présentation que Ludovic vient de faire sur les chauves-souris, je vais maintenant vous parler de ce qui se fait sur les oiseaux. Sachant que le SOS oiseau en tant que tel est très récent, mais ce qui ne signifie pas qu'il ne se passait rien jusqu'à présent au niveau des oiseaux en Bourgogne. Seulement, toutes les actions qui étaient réalisées et puis la réponse aux sollicitations étaient assurées de façon indépendante et non organisée par les différentes associations ornithologiques sur leur territoire respectif d'intervention. La cohérence régionale a commencé à voir un petit peu le jour au niveau des actions oiseaux d'une manière générale, avec la création en 2005 de la Fédération d'études et protection des oiseaux en Bourgogne, donc les POB, qui est aujourd'hui composée de 5 associations qui sont donc la Ligue pour la protection des oiseaux de Côte d'Or et de Lyon, l'association ornithologique et mammalogique de Saône-et-Loire, la Choux et la Société du sang naturel d'Autun. Alors ce n'est qu'en 2012 qu'est apparu le SOS Oiseaux en Bourgogne, qui est aujourd'hui coordonné par les POB et qui est en lien avec la démarche du SOS Faune, qu'on appellera maintenant SOS Nature, qui est menée par la SHMA. Alors les objectifs généraux sont les mêmes que pour les chauves-souris que vous a exposé Ludovic. Donc ça va être principalement d'apporter une réponse aux sollicitations des particuliers et des collectivités sur les oiseaux, d'apporter une aide aux oiseaux blessés, mais aussi de limiter les impacts et la destruction des espèces et de leurs habitats, de sensibiliser le public pour améliorer la cohabitation avec les oiseaux et aussi soutenir les initiatives qui sont en faveur de l'accueil des oiseaux. Alors pour arriver à remplir ces objectifs de façon satisfaisante au niveau régional, il est tout d'abord essentiel donc, de mettre en place et d'organiser ce SOS Oiseaux. Alors ça passe par une phase d'état des lieux, c'est-à-dire de synthèse de toutes les sollicitations qui sont faites en Bourgogne, ainsi que des actions qui sont déjà engagées par les POB et les associations membres, donc toutes les actions qui sont en faveur de la préservation des espèces, notamment les espèces anthropophiles. L'autre objectif, ça va être aussi de mettre en place une réflexion commune pour homogénéiser un petit peu toutes ces actions au niveau régional et puis aussi de les mettre en cohérence avec celles qui ont lieu sur les autres taxons, notamment les chauves-souris dont les problématiques sont relativement proches. Ensuite, ça va être aussi d'améliorer le fonctionnement et l'organisation de ce SOS avec tous les différents réseaux qui y interviennent, dont les structures relais, les bénévoles, les correspondants des centres de soins notamment. Et enfin, ça va être de faire connaître ce SOS par la mise à disposition notamment de toutes les informations disponibles. Alors au niveau de l'organisation, ça se présente un petit peu comme pour les chauves-souris. Donc c'est une organisation axée autour de l'EPOB et de ses associations membres qui agissent sur leur territoire, qui répondent aux sollicitations sur leur propre territoire d'intervention, en lien avec les centres de soins qui sont habilités pour l'accueil et le soin de la faune sauvage. Donc il y en a 3 avec lesquels on est en lien de façon plus ou moins organisée. Donc le centre Athénas et le centre de la Auvergne qui sont en dehors de la Bourgogne, et le seul donc, qui se trouve au nord de Lyon, qui est celui de Fontaine-la-Garonne. Et donc ces actions se font également en lien avec d'autres structures partenaires, dont évidemment le CFS et le parc naturel régional du Morbihan. Alors je vais vous présenter quelques-uns des résultats, même si pour le moment on a pu faire la synthèse des sollicitations que pour l'année 2012, puisque ce réseau vient de se mettre en place, mais je vais quand même vous présenter quelques-uns de ces résultats qui sont
même s'ils ne sont pas forcément très représentatifs, sont déjà intéressants. Donc au niveau de la répartition des sollicitations entre les différents groupes taxonomiques, au sein du SOS Faune, on peut déjà voir que les oiseaux occupent quasiment la moitié des sollicitations, puisqu'on en a 154 qui concernent les oiseaux sur un total de 325 qui ont été recensés pour l'ensemble de la faune en Bourgogne cette année. Alors, quand on parle de sollicitation, c'est principalement des appels ou des mails en provenance de particuliers, de structures ou de collectivités. Alors, pour les oiseaux, pour l'année 2012, on a été contacté dans 3/4 des cas pour des cas d'oiseaux blessés ou oiseaux en difficulté, et dans une moindre mesure pour des alertes de destruction d'espèces ou d'habitats ou des problématiques de cohabitation. On en verra quelques exemples tout à l'heure, ou pour le reste des demandes de conseils ou d'informations sur certains comportements, certaines espèces d'oiseaux. Alors le rôle du SOS dans le cadre de ces sollicitations sera, comme je souhaite, de répondre aux questions, évidemment, d'apporter des conseils, de mettre à disposition de la documentation, mais aussi donc, de prendre en charge les premiers soins pour les oiseaux et surtout faire en sorte de les acheminer le plus vite possible vers les centres de soins. Et les autres rôles seront aussi des rôles de sensibilisation, de rappel de documentation, mais aussi de relais vers les autres structures compétentes, comme notamment l'ONCFS pour tout ce qui est réglementaire. Alors, sur les espèces donc, qui sont concernées par ces sollicitations, en 2012, donc, on a pu identifier 42 espèces d'oiseaux. Ces espèces sont les espèces les plus courantes, donc logiquement, sont les espèces qu'on appelle anthropophiles, donc celles qui vivent au contact de l'homme. Le martinet noir, par exemple, occupera à lui tout seul 5% des sollicitations, on verra pourquoi tout à l'heure. Pour les autres passereaux, donc, qui représentent la moitié, on va souvent retrouver, on en a déjà parlé, donc les deux espèces d'hirondelles qui vivent en milieu bâti, mais aussi les corvidés. Les rapaces nocturnes, donc avec 17%, dont l'espèce la plus courante est la chouette effraie. Pour les rapaces diurnes, donc on va avoir beaucoup de cas de bus variable, qui est une espèce très fréquemment impactée, notamment par les infrastructures routières, et les colombiers, les pigeons et les tourterelles aussi. Alors, donc ces oiseaux sont très soumis à de nombreuses menaces qui sont souvent liées aux activités humaines. Alors c'est pour ça que le rôle des centres de soins est toujours très important. Le centre Athénas, donc notamment, qui sur les 1247 accueils qu'il a fait de faune, c'est pas que les oiseaux, c'est toute la faune, il y en a 31% qui viennent de la Bourgogne, donc c'est pas négligeable. Et le rôle du SOS pour les oiseaux blessés, ça va être principalement un relais pour ces centres, donc avec notamment toute la phase de diagnostic qui va pouvoir être faite avant de les acheminer, donc de savoir quelles sont les causes du dommage des espèces concernées et l'état de santé de l'oiseau, qui va nous permettre de savoir quelle est la solution la plus adaptée selon les cas de figure. Alors là, je vous ai mis les résultats donc, sur l'année 2012. Donc on voit que à 75%, on va avoir affaire à des jeunes oiseaux, donc tombés de nuit. Sinon, les autres causes sont d'impact avec les routes, des cas de prédation, d'électrocution ou de collision avec les surfaces vitrées notamment. Alors au niveau des solutions qu'on va pouvoir apporter, donc ça va dépendre évidemment des cas de figure. Donc, on va avoir différents cas, par exemple, on va avoir certaines espèces qui ne sont pas vraiment tombées de nuit. C'est le cas par exemple de la plupart des rapaces nocturnes, comme ici les chouettes hulottes ou moyen duc. Donc dans ces cas-là,
Les solutions qui sont préconisées, donc c'est de ne rien faire, ou si ce n'est tout au plus de mettre hors de portée les jeunes. Mais ce qui est le plus difficile en général, c'est pas tellement c'est le conseil le plus simple qu'on peut donner, mais c'est le plus difficile à faire accepter souvent par les personnes et à faire comprendre parce que il y a toujours cette impression d'abandon alors que c'est des espèces qui sortent du nid très précocement avant de pouvoir s'envoler, mais qui continuent à être nourries par les parents de manière tout à fait normale. Alors on a effectivement par contre des exceptions, comme pour la chouette des frais, qui elle, si elle n'est pas replacée dans son nid, elle va être abandonnée par ses parents. Donc dans ce cas-là, il va falloir faire une action. Et d'une manière générale, donc les jeunes, lorsque des jeunes tombés du nid sont trouvés, on va toujours privilégier la solution de les replacer dans leur nid plutôt que de les envoyer en centre de soins, puisqu'ils vont avoir beaucoup plus de chances de survie s'ils continuent à être nourris sur place par des adultes que s'ils sont déplacés, puisque c'est la période vraiment cruciale de croissance et d'alimentation. Donc en général, ce sera la solution ultime sera les centres de soins. Donc là, je vous ai mis le cas d'un nid d'hirondelle de fenêtre qui avait été détruit suite à une tempête cet été à la maison de Paris Saint-Brisson. Il se trouvait que sur ce nid cassé, il restait encore une jeune hirondelle de fenêtre en équilibre qu'on a recueilli et qu'on a réussi à replacer dans un nichoir qu'on a installé assez rapidement. Et on s'est aperçu que les adultes assez rapidement ont retrouvé le chemin du nid, ils sont venus renourrir le jeune qui s'est envolé quelques temps plus tard. Alors il y a une exception toujours à ça. Donc, chez le martinet noir par exemple, chez qui le taux de réussite d'élevage en centre est assez élevé. Parce qu'en fait c'est une espèce qui tombe assez fréquemment, les jeunes tombent assez facilement. Et ils sont assez difficiles à replacer dans leur nid, puisqu'en général, ils sont chassés en hauteur, donc c'est toujours assez compliqué. C'est pour ça que les centres de soins se retrouvent tous les ans avec de nombreux cas de jeunes qui, avec un protocole assez particulier, arrivent à nourrir et à mener à l'envol. Ça représente un volume horaire assez important pour les centres. Alors d'une manière générale, la démarche qui est employée au niveau des oiseaux blessés, donc qui sont vraiment des oiseaux blessés, on va avoir deux types d'actions. Donc la première, évidemment, ça va être d'apporter une aide aux oiseaux blessés en permettant le transfert vers le centre de soins dans les plus brefs délais. Et donc tout ça grâce au réseau de correspondants et des centres et des bénévoles des associations. Et si besoin, apporter les premiers soins. Donc les premiers soins, c'est pareil, ça demande un certain apprentissage. Donc les centres de soins donnent des formations pour ça. Et donc l'objectif toujours final, évidemment, ça va être le relâcher des individus dans la nature. Alors la deuxième action qui va pouvoir être faite, ça va être de trouver des solutions pour limiter les impacts. Donc, une fois que les impacts sont identifiés, donc, par exemple sur les cas d'électrocution sur les pylônes EDF, on va pouvoir, si on identifie le pylône qui pose problème, contacter EDF qui va venir neutraliser le pylône qui pose problème. Au niveau des collisions sur les surfaces vitrées, on va également donner des conseils pour réduire la réflexion et la transparence des vitres qui sont très impactantes à certaines périodes de l'année. Et pour certaines structures creuses, qui sont des structures pièges, comme par exemple les cheminées, dans lesquelles certains oiseaux cavernicoles, comme la chouette chevêche par exemple, peuvent venir pour nicher et puis ne plus pouvoir en sortir, on va apporter des conseils pour rendre inoffensif ou obturer ces structures
et empêcher les oiseaux d'y entrer. Alors au niveau de la cohabitation, donc on en a déjà parlé un petit peu, par l'ONCFS on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. On a principalement deux cas de figure qui reviennent très souvent. Donc c'est les problèmes de cohabitation entre l'hirondelle de fenêtre et l'homme, puisque avec les nuisances qui sont liées aux fientes, notamment pendant l'élevage, toute la période d'élevage des jeunes. Donc dans ce cas-là, on va préconiser l'installation de planchettes sous les nids qui va permettre de limiter ces nuisances tout en conservant les nids. Après, on a d'autres problèmes de cohabitation avec, par exemple, les colonies de corbeaux freux, donc qui peuvent parfois poser quelques nuisances sonores. Dans ces cas-là, on n'a pas de solution miracle, mais on essaie de sensibiliser, de rassurer les personnes aussi, de leur expliquer comment vivent ces espèces et que ce n'est pas forcément une prolifération, qu'elles vivent seulement entre nous. Après, selon la tolérance des personnes, les réponses vont être différentes. Au niveau des alertes, je ne vais pas reparler très longtemps, puisque ça a déjà été exposé tout à l'heure. Donc on peut avoir des cas de signalement de destruction de nids ou d'habitat, ou également de destruction illégale d'espèces ou de non-respect de la réglementation de tir d'espèces, par exemple. Dans ce cas-là, on fait appel à la police de la nature, donc, juste pour vous présenter un petit peu l'évolution dans l'année, sachant que 2012 n'est pas totalement complet, on a les données contre mars et novembre, mais on voit déjà qu'il y a un pic au moment de l'été, les sollicitations sont plus fréquentes, ce qui est lié à ce qu'on vient de voir à cette période critique des jeunes nids et de l'envol. Donc au niveau de la répartition de ces sollicitations, on voit que c'est relativement réparti au niveau, c'est principalement en Bourgogne déjà, et puis il y a quelques différences entre les départements, à voir si ces différences se confirment et les raisons éventuellement, mais c'est difficile de juger sur une seule année. Et au niveau à l'intérieur de la Bourgogne, donc on a 73 communes qui sont concernées, donc c'est beaucoup moins impressionnant que les chauves-souris, mais c'est que sur une seule année. Et ces 73 communes qui sont assez bien réparties sur la Bourgogne, on voit quand même qu'elles se concentrent un petit peu plus autour des différents sièges des associations de l'EPOB. Et il y a un petit effet aussi au niveau des villes, puisque celles qui arrivent en premier sont Dijon et Auxerre, qui sont effectivement, ce qui est logique, puisque c'est là où il y a une concentration de milieux bâtis la plus importante. Alors maintenant qu'on a vu les résultats donc, de ces sollicitations, je vais vous présenter quelques-unes des actions qui sont mises en place qui ont été mises en place à l'initiative des associations en faveur de la préservation des espèces. Donc la plupart de ces actions sont souvent des actions de partenariat entre les associations et d'autres structures. Donc comme ici, cette action donc, qui concerne les POB, sur les poteaux téléphoniques creux, donc dans les années 1970, il y a un certain nombre de poteaux métalliques qui ont été installés, mais qui n'étaient pas obturés, ce qui fait que c'était des structures, des pièges mortels pour de nombreux oiseaux cavernicoles, comme les chouettes ou les mésanges, les citelles, mais aussi pour certains mammifères, comme le loir ou l'écureuil. Voilà, donc on voit ici les différents types de poteaux. Maintenant, heureusement, depuis 2003, les poteaux qui sont installés sont obturés en usine, donc ils sont inoffensifs. Mais donc ceux qui nous intéressent ici, donc ceux qui sont encore creux. Donc l'EPOB a signé une convention depuis 2008 avec France Télécom qui s'est engagé à obturer sur l'ensemble de la région tous les poteaux creux, ce qui représente environ 121 000 sur toute la région, ce qui est assez important. Donc voilà la technique pour obturer à l'aide d'une grande perche pour installer un petit obturateur
doctorant. Et voici l'évolution de cette expertise sur le département de Lyon, où on voit qu'en avril 2012, ça commence déjà à être assez avancé. Alors, une autre action qui est à l'initiative de la LPO au niveau national et qui est mise en place par les délégations départementales, donc de Lyon et de la Côte d'Or au niveau local. Donc c'est les réfugiés LPO, qui sont des conventions avec des particuliers ou des collectivités pour mettre en place des mesures en faveur de la préservation des oiseaux. Donc c'est des outils qui sont complémentaires avec celui qui a été présenté tout à l'heure par Ludovic sur les refuges pour les chauves-souris. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'il y aura une présentation spéciale sur les refuges par les LPO. Il y a également un certain nombre d'actions plus spontanées de sensibilisation et de formation par les associations, donc, qui passent par de l'animation, par exemple dans le cadre de la Nuit de la Chouette, où il y a une animation de construction de nichoirs en partenariat avec les AT de Montsauche, donc dans le Morvan. Une formation qui a été donnée sur l'accueil de la faune anthropophile au gîte du Morvan, qui a été fait avec la Maison du Tourisme de Saint-Louis. Et également une initiative donc, de pose de nichoirs qui a été lancée par la commune de Chalon-sur-Saône, donc avec la ONSL, dans le cadre d'une action pour faire découvrir la nature en ville. Et juste pour vous présenter un petit exemple aussi d'échange entre les différents SOS, donc là le SOS chauve-souris et le SOS oiseau. Donc comme vous l'a expliqué Ludovic tout à l'heure, les ponts qui sont expertisés avant la réalisation de travaux donc, peuvent faire également l'objet d'une expertise pour les oiseaux. Donc, comme ça a été le cas pour ce pont-là dans la Nièvre, où des nids de percheronnette des ruisseaux ont été découverts et des nids occupés. Donc, ce qui fait qu'avant les travaux, on a pu voir avec le Conseil général pour que les cavités soient conservées et que les nids soient replacés à la suite des travaux. Alors, il y a également quelques études et suivis des espèces anthropophiles qui se font à l'échelle régionale, ce qui permet aussi de cibler certaines espèces qui sont plus menacées, mais aussi de cibler les enjeux pour pouvoir mettre en place des actions dans le futur. Alors, l'hirondelle de fenêtre, donc, qui est une espèce qui est menacée par différents facteurs, notamment la perte d'habitat de nidification, mais aussi la diminution en ressources alimentaires. Donc c'est une espèce dont il est important de connaître l'état des populations en Bourgogne, de pouvoir identifier et localiser les enjeux et aussi de pouvoir suivre les populations dans le temps. Donc une enquête a été lancée par l'EPOB dans le cadre d'un appel à projet du Conseil régional sur les milieux naturels ordinaires. Donc c'est une enquête participative qui a été faite à l'aide de nombreux bénévoles de l'EPOB et des associations. En tout, ce sont 283 communes qui ont été prospectées en Bourgogne et un total de 4 458 nids occupés qui ont été recensés. Donc voici la carte de Bourgogne. C'est relativement bien couvert. Si vous voulez plus d'informations, le rapport complet de l'enquête est disponible sur le site de l'EPOB. Une autre action donc, qui existe depuis longtemps sur le suivi de la chouette effraie, donc, qui est une autre espèce menacée par la perte de son habitat de nidification, mais aussi par d'autres facteurs comme les infrastructures routières qui sont très importantes pour elle. Donc c'est un suivi qui a été mis en place par la Chou et qui se fait maintenant au sein de l'EPOB aussi, avec plus de 400 nichoirs qui ont été installés dans 10 ans et qui sont aujourd'hui suivis, principalement en Côte d'Or pour le moment. Et ainsi que d'autres suivis qui concernent
des espèces comme la chouette chevêche, le faucon cresserelle, le rouleau moustique. Donc ici, vous avez un contrôle d'un nichoir de faucon cresserelle par l'hélicoptère. Donc voilà, j'ai terminé. Donc, voilà toutes les actions. C'est que le début du SOS Oiseaux, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et beaucoup d'actions à poursuivre. Voilà, merci.